t'en prie, j'ai commencé à partager ton écran. Tu peux te lancer, puis Nicolas pourra intervenir de temps en temps pour poser des questions. Je vais me Allez, donc concentrer sur la l'énergie, technicité. hier, aujourd'hui et demain. Donc, cette première partie pour nous aujourd'hui, ça sera l'énergie, une histoire sans transition. Et puis, en deuxième partie, donc les 19e et 20e siècles, le règne des ressources fossiles. Et donc, on ira voir pourquoi est-ce que c'est le règne des ressources fossiles, quelle est leur origine. Et puis, on parlera donc en deuxième partie de cette deuxième partie, en sous-partie, le mix énergétique actuel. Alors, quand on commence à parler d'énergie, en fait, il faut revenir au début de l'histoire de l'univers. Alors, je vais vous faire, je vais essayer de ne pas vous remonter jusqu'au début du Big Bang, mais par contre, il y a eu une première génération d'étoiles qui ont explosé dans l'univers et qui ont produit ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Ce sont des nuages de poussière et de gaz. Et ces nuages de poussière et de gaz, lorsqu'ils s'effondrent sur eux-mêmes par la gravité, ils vont se mettre à tourner de plus en plus vite et ils vont former des systèmes solaires. Et donc le nôtre, il s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années avec en son centre une étoile, le Soleil. Et notre Soleil, à nous, eh ben, il s'est formé de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir un effondrement des éléments qui vont tomber sur eux-mêmes, puis provoquer des réactions de fusion. Alors ici, ce sont les gaz en fait qui se sont réunis dans une grosse boule de gaz et qui ont commencé une réaction de fusion, c'est-à-dire que vous avez deux atomes d'hydrogène qui vont fusionner ensemble pour donner un atome d'hélium et au moment de cette fusion, on relâche du rayonnement et évidemment de l'énergie. D'accord? De l'autre côté, on a les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev qui, eux, vont s'associer, vont se regrouper pour former d'abord, dans un premier temps, des planétoïdes, puis des planètes. Et la nôtre, elle s'est formée aux alentours de 4,5 milliards d'années. 100 millions d'années après, on a l'eau qui est arrivée sur Terre et la planète Terre, en fait, a évolué progressivement pour arriver à celle qu'on connaît aujourd'hui. Et cette planète-là, notre planète à nous, elle est toujours sous l'influence de notre Soleil, qui nous envoie de l'énergie sous forme de rayonnement en permanence. Et quand on regarde en fait notre globe terrestre du dessus, hein, avec des images satellitaires, ce dont on se rend compte, c'est que qu'on soit à l'équateur ou qu'on soit au pôle, on ne reçoit pas exactement la même quantité d'énergie. Et ça, c'est important et on peut comprendre ça tout simplement parce qu'en fait, la Terre, elle est sphérique et que le rayonnement solaire, eh ben, il va être plus ou moins diffus selon qu'on soit au pôle ou plus ou moins concentré euh, en fonction de la façon dont on va se rapprocher de l'équateur. Hein. Vraiment, quand on est à l'équateur, le rayonnement, il est très concentré et de ce fait-là, on a beaucoup plus de chaleur qui va s'accumuler à cet endroit. Euh, Ce différentiel de chaleur qu'on va avoir entre l'équateur et le pôle, ou les pôles, parce qu'il y a un pôle nord et un pôle sud, bah, ça va provoquer en fait ce qu'on appelle des mouvements de convection dans les fluides. Alors les fluides, bah, c'est l'eau et c'est l'air. Et en fait, ça veut dire que vous allez avoir un déplacement de la matière qui va accompagner les déplacements de chaleur. Le chaud va vers le froid, mais il emmène avec lui donc de l'eau. Et c'est la même chose qui va se passer en fait dans l'atmosphère. On va également avoir au niveau de l'équateur de l'évaporation. Cette évaporation va créer une dépression. Et à partir du moment où vous avez une dépression, en fait, vous aspirez l'air qui est à côté parce qu'il y a un manque et vous créez ce qu'on appelle les vents. Sauf que ces vents, ils sont chargés avec de la vapeur d'eau et donc ils sont impliqués également dans le cycle de l'eau. Donc l'énergie solaire, elle fait tout ça. Elle fait les courants marins, elle fait les courants d'air et elle fait le cycle de l'eau. Il y a une deuxième autre source d'énergie primaire sur Terre, ou plutôt je devrais dire sous Terre, ce sont les éléments, comment dire, les éléments radioactifs qui ont été incorporés en fait dans le globe terrestre. Et ces éléments radioactifs, en fait, ils ont la capacité de se désintégrer. Et lorsqu'ils se désintègrent, eh bien, ils émettent de l'énergie, de la chaleur. Et ça va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir des mouvements à l'intérieur du manteau terrestre qui sont des mouvements de convection. La matière en fait se déplace avec la chaleur. Tandis qu'à la surface, vous avez surtout une chaleur qui est comment dire, perdue par conduction. Hein, elle est émise à la surface du globe par conduction. Et ça, c'est responsable également de quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a appris quand on était au collège, c'est la tectonique des plaques.
C'est-à-dire que les mouvements de matière à l'intérieur du globe sont responsables des mouvements, des déplacements des continents que nous, on voit à la surface. Et les manifestations de ça, c'est le volcanisme et c'est les activités sismiques. Alors le volcanisme, c'est assez simple à comprendre, vous voyez tout de suite l'évacuation de chaleur et de matière, tandis que l'activité sismique, c'est plutôt en fait un, un recadrage, un rééquilibrage lorsque vous avez des déplacements entre les différentes plaques. Voilà. Quand on parle des premiers convertisseurs d'énergie qu'on a sur Terre, eh ben en fait, il faut remonter entre 3,8 et 3,5 milliards d'années pour voir des organismes photosynthétiques, donc qui pratiquent la photosynthèse, qui s'appellent des cyanobactéries et qui possèdent un pigment qu'on appelle la chlorophylle, d'accord. Et ce pigment a la capacité en fait de capter les photons du rayonnement lumineux. Et il capte ça dans le visible, il capte ça au niveau de la longueur d'onde bleue et au niveau de la longueur d'onde rouge. C'est pour ça qu'on voit les plantes vertes, parce que le reste, il est absorbé, d'accord. Et donc ce système va permettre de capter des photons qui vont exciter les électrons à l'intérieur des molécules, et ces électrons vont se balader là sur la chaîne de transporteurs et ils vont aller réduire. Alors, c'est les couples oxydoréducteurs. Je pense que beaucoup de gens ont souffert de ça quand on était au lycée, les systèmes d'oxydoréduction. Et en fait, une fois que c'est réduit, on va pouvoir faire rentrer des protons à l'intérieur du petit organite ici. Et ça va faire fonctionner un moulin moléculaire qui, à partir de ces protons, de ces atomes d'hydrogène, va transformer de l'ADP en ATP. Et l'ATP, si vous avez bien retenu vos cours lorsque vous étiez au lycée, c'est la monnaie énergétique de tous les êtres vivants sur Terre. D'accord? C'est ce qu'ils utilisent pour faire fonctionner l'organisme. Et donc, tout ça, ça va contribuer à transformer notre planète. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette réaction de photosynthèse, là, elle fait intervenir des molécules d'eau, du dioxyde de carbone, et elle va rejeter du dioxygène et produire des molécules de sucre, soit de réserve, donc ça va être du glucose par exemple, ou de l'amidon, soit du saccharose et d'autres molécules qui, elles, vont servir pour la structure de la plante. Et cette équation, vous la connaissez tous, hein, 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'H2O donnent du glucose et 6 molécules de dioxygène, c'est l'équation de la photosynthèse. Et le dioxygène, qui est un déchet en fait pour la plante dans ces cas-là, à l'époque, il va partir dans les océans parce que les cyanobactéries, elles vivent plutôt en bordure des continents dans l'eau. Et au bout d'un moment, l'océan, il va se retrouver saturé. Et donc, à ce moment-là, le dioxygène commence à être relargué, à se relâcher dans l'atmosphère. Et la quantité va augmenter peu à peu. Et au fur et à mesure que la quantité va augmenter, on va avoir à un moment donné où cette fois-ci, le rayonnement solaire, mais pas le rayonnement visible, le rayonnement UV, le rayonnement ultraviolet, celui qui est beaucoup plus énergétique, va se mettre à casser les molécules de dioxygène. À ce moment-là, on va avoir des atomes d'oxygène qui sont libres, qui vont pouvoir aller rentrer en collision avec d'autres molécules de dioxygène pour créer une nouvelle molécule qu'on appelle l'ozone. Et cet ozone va aussi s'accumuler jusqu'à former une couche qu'on appelle la couche d'ozone et qui protège en fait la surface de la Terre, les continents, du rayonnement ultraviolet. Et donc, ça veut dire que l'énergie, elle transforme son environnement et les organismes vivants, là, les premiers, les stromatolites, en convertissant cette énergie, vont également contribuer à transformer la planète Terre, à transformer l'environnement. Ça, c'est important à comprendre. Il y a 540 millions d'années, on a enfin de la vie animale pleinement développée. Voici une chaîne alimentaire dans laquelle vous avez des organismes qui se nourrissent de végétaux et d'autres organismes animaux comme Anomalocaris ici qui sont les prédateurs qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Donc ça, l'émergence des organismes vivants, c'est directement l'énergie qui permet ça. Il faut comprendre ça. Et donc, on va essayer de regarder au travers d'une chaîne alimentaire comment ça fonctionne. Donc, je vous ai dit, l'énergie lumineuse, elle va être convertie en fait par les végétaux. Dans les océans, c'est le phytoplancton. Et le phytoplancton, donc, on va le mettre à la base de la pyramide alimentaire. Ce phytoplancton, ici, j'en ai pris 800 tonnes, ça représente mes 100%. Et sur ces 800 tonnes, seulement 10% va être converti en énergie pour le zooplancton. Hein, donc, ça veut dire qu'on a perdu 90% qui va servir à autre chose, les déplacements, le chauffage, tout ce que vous voulez. Et
c'est la même chose qui va se passer en fait à chaque étage de cette pyramide alimentaire, c'est-à-dire que seulement 10% de ce qui a été produit va pouvoir être récupéré par le maillon suivant. Et donc ça veut dire que des 800 tonnes, on est passé à 80 tonnes de zooplancton, à 8 tonnes de harengs, à 800 kilos de saumon et à 80 kilos de phoques, c'est-à-dire un seul phoque qui est en haut de la chaîne alimentaire. Et ça fonctionne aussi bien pour une chaîne alimentaire aquatique marine que pour une chaîne alimentaire terrestre. Alors évidemment, les 10% que je vous ai donnés, ce sont des pourcentages moyens, parce que si vous regardez cette pyramide, vous voyez que le rendement entre les différents étages, parfois il est d'un dixième, parfois il est d'un cinquantième. Donc ça peut varier en fonction des organismes vivants et ça peut aussi varier, j'allais dire, en fonction du réseau, du maillage que vous avez. Donc là, en fait, ce que je viens d'introduire, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Et la biomasse, en fait, c'est toute la masse de matière vivante qui est produite. Et cette grandeur-là, elle va s'exprimer en grammes de carbone par mètre cube, si on est dans un volume, donc par exemple un lac ou un océan, et par gramme de carbone par mètre carré, typiquement quand on est dans un champ. La production, elle, ça va être la quantité dont on va augmenter la biomasse chaque année. Donc, par exemple, ça va s'exprimer en grammes de carbone par mètre cube par an ou en grammes de carbone par mètre carré par an. Et la fixation initiale de carbone, elle va être donc réalisée par les végétaux. C'est ce qu'on appelle la production primaire. Primaire parce que ce sont les premiers à fixer l'énergie, en fait. Et cette quantité-là d'énergie, c'est la quantité d'énergie qui va être disponible pour les consommateurs qui vont suivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on regarde les images satellitaires, on voit que les régions qui sont très vertes, que ce soit dans les océans ou sur les continents, donc massivement ou plutôt principalement, on pourrait dire dans l'hémisphère nord, c'est l'endroit où la production est la plus intense. Vous pouvez voir qu'il y a des zones aussi dans lesquelles il n'y a pas de production, par exemple au milieu des océans, notamment de l'océan Pacifique, ou encore au milieu de l'océan Atlantique, ici, vers 30 degrés nord, hein. Et puis, quand on regarde sur les terres, ça correspond aux endroits qui sont aussi des déserts. D'accord? Donc, on a des correspondances. Ce qu'on sait, c'est qu'on produit, grâce à des images satellitaires, entre 45 et 50 gigatonnes. Donc, gigatonnes, ça veut dire milliards de tonnes, hein, de carbone par an dans les océans et quelque chose d'à peu près similaire sur les continents, hein, 45 à 68 gigatonnes. Et ça nous donne un total de 105 gigatonnes de carbone par an. C'est la production de biomasse chaque année. Alors, on va faire un petit peu de mathématiques et de conversion. Je vous ai mis un tableau à côté parce que moi, je ne connais pas non plus toutes les conversions par cœur, hein. Il faut savoir utiliser des aides-mémoire. Par contre, ce qu'on va pouvoir noter d'abord, c'est que le pouvoir calorifique du carbone, 1 kg de carbone, ça vaut 32 mégajoules. Alors, 32 mégajoules, ça veut dire quoi? Ça veut dire 32 millions de joules. C'est ça que ça veut dire. C'est la quantité d'énergie. Ensuite, on va pouvoir calculer la production primaire en énergie. Donc, il suffit de faire une petite multiplication, mais 105 milliards de tonnes de carbone multiplié par mes 32 millions de joules. Et donc, ça me donne un total de production primaire nette de 3,36 hexakilojoules par an. Donc, c'est une quantité qui est véritablement gigantesque, hein. Et si on rapporte ça à la superficie de la Terre, qui est environ 510 millions de kilomètres carrés, ça nous fait du 6588 kilojoules par an par mètre carré. Et donc ça, c'est ce qui est disponible en moyenne pour la chaîne alimentaire, pour les organismes en énergie par mètre carré. Donc vous avez le droit d'avoir 6588 kilojoules par an par mètre carré. Alors qu'est-ce que ça représente par rapport à l'énergie que fournit le Soleil en permanence? C'est la question qu'il faut se poser. Nous, on reçoit à peu près 340 watts par mètre carré pendant environ 12 heures tous les jours de l'année. Et donc, les watts, c'est l'équivalent c'est une puissance et ça peut s'exprimer en joules par seconde. C'est la quantité d'énergie que vous êtes capable d'émettre par seconde. Donc, on peut faire un petit calcul rapide. 340 joules par seconde par mètre carré, multiplié par 3600 secondes pour avoir ça en heures, multiplié par 12 heures pour avoir ma journée. Je vous dis que le soleil était à peu près visible pendant 12 heures chaque jour, multiplié par 365 pour avoir ça sur une année.
et ça me dit que je produis 5,36 millions de kilojoules par an par mètre carré. Donc ça, c'est la quantité d'énergie. Cette production, elle n'est pas au prorata des besoins d'un individu, en fait. Ah non, elle est gigantesque. Là-dessus, tu as une quantité énorme d'organismes vivants qui peuvent manger et qui peuvent avoir donc de l'énergie pour fonctionner. Mais c'est ce qui veut dire que quand on était en 1800 et quand aujourd'hui on est en 2022, il y a un développement de la population mondiale. Donc effectivement, exactement, ça doit être complètement astronomique par rapport c'est au nombre de astronomique. Et personnes d'ailleurs, en actuelles. fait, si on regarde les chiffres ou si on regarde comment ça fonctionne, bah, ce dont on se rend compte, c'est qu'on produit des engrais en fait pour pouvoir faire pousser plus. Et cet engrais, il vient du méthane. Donc en fait, il vient d'une énergie fossile qui est convertie pour faire des engrais pour qu'on puisse produire plus d'énergie de la biomasse pour pouvoir se nourrir. D'abord nourrir des animaux, parce qu'en fait, tu as bien vu qu'ils étaient en haut de la chaîne alimentaire. Et nous, on mange ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, que ce soit des carnivores ou alors que ce soit des herbivores. Alors pour les bœufs, ils ne sont pas en haut de la chaîne alimentaire, mais aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment de prédateurs, si ce n'est nous, en fait. C'est nous qui sommes le top prédateur, si on peut dire. Dernière question avant de te laisser continuer. Est-ce qu'on, c'est pas une peur qu'on doit avoir, mais est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce qu'il y en aura assez d'énergie par rapport au futur? On imagine 2050 avec ces fameux 9 milliards d'individus, sans même rentrer dans le détail de l'énergie nucléaire, énergie de développement durable, c'est fossile. Question. Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a d'abord, est-ce qu'on peut produire assez? La réponse est oui, normalement, on peut produire assez. Le problème, c'est que ça va se faire en compétition avec les autres organismes qui ont besoin de terre pour chasser, se nourrir, en fait. Donc, ça veut dire qu'on va réduire la part encore des animaux sauvages, très certainement, si on continue à croître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les sols sont abîmés et que donc, il va falloir toujours plus d'intrants pour pouvoir toujours être capable de produire plus. Donc, on est dans une boucle qui est un peu compliquée de ce point de vue-là. Ensuite, il y a une dernière chose qui rentre en jeu, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on se rend compte que les rendements diminuent. Les rendements agricoles diminuent. Et les rendements forestiers aussi, d'ailleurs. Donc ça peut poser un vrai problème à l'avenir pour produire les quantités de céréales et de plantes qui sont données au bétail ou qui nous sont données à nous. Je vais te laisser continuer sur le développement parce que ça répond si je peux me permettre, si je peux me permettre, moi aussi j'ai introduit une petite question. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre de Jean Stigler qui parlait justement de la capacité en fait de nourrir à l'heure actuelle 12 milliards d'individus. Est-ce que tu peux rebondir sur cette donnée Alors, je n'ai pas lu le bouquin. Et deux, ça revient à ce que je t'ai dit, c'est que si on produit de la nourriture pour 12 milliards d'humains, il faut comprendre que ça veut dire qu'il va falloir trouver des terres agricoles et qu'il va falloir booster leur rendement. Ça, en général, ça se fait donc avec des engrais. Ça se fait aussi avec des pesticides pour pouvoir éliminer les plantes autour. Mais la contrepartie, ça veut dire que c'est en compétition avec les animaux sauvages du milieu. Et ça veut aussi dire qu'à un moment donné, il faudra qu'on réduise notre part carnée dans l'alimentation, parce qu'on a bien vu que pour en fait produire des gros animaux, en fait, il faut consommer beaucoup d'autres avant qui sont à la base en termes de quantité. Donc, ça sera possible, mais il faut devenir plus végétarien. J'allais dire pas vegan, parce que si on devient vegan, alors dans ces cas-là, la quantité de végétaux qu'il va falloir produire, elle, va devenir vraiment astronomique. Il faut trouver un équilibre en fait entre la production animale et la production végétale, et il faudra certainement trouver à un moment donné un équilibre avec la population humaine. Alors 12 milliards, je ne sais pas si ça tient ou pas, ça je ne peux pas le dire. 10,5 milliards d'humains, normalement il y a beaucoup d'études qui disent que c'est possible, mais avec une meilleure répartition des ressources alimentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les conditions de répartition des ressources alimentaires, ça ne tient pas. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'était en fait, Jean Stigler, dans son bouquin, justement, parle de ce problème de répartition.
il évoquait, lui, 12 milliards, si je me souviens bien des chiffres. Mais par contre, il mentionnait justement le problème de répartition. Et sinon, l'autre petite question que je souhaitais te poser, c'est concernant le méthane, parce que tu disais qu'en fait, il y avait une production de méthane, et a priori, d'après ce que j'ai compris… Pour récupérer le méthane, pour pouvoir produire des engrais, les engrais azotés, j'aurais dû préciser ça, les engrais azotés, en fait, ils sont produits à partir de méthane qui va être vapocraqué avec de l'eau, en fait. Il faut dissocier les éléments pour pouvoir récupérer donc l'azote qui nous intéresse. D'accord. Donc en fait, parce qu'il est question, si j'ai bien compris, d'une production accrue de méthane, notamment avec le réchauffement, etc. Donc en fait, on a quelque part besoin un peu de ce méthane, mais peut-être pas en quantité comme celle qu'on risque de rencontrer, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça? Il faudrait éviter. Alors en fait, le problème, c'est les rejets de méthane dans l'atmosphère. Si tu le consommes, en fait, dans le procédé pour faire de l'engrais, il faut d'abord mettre du méthane avec de l'eau, puis ensuite, l'hydrogène que tu vas récupérer, tu vas pouvoir le mettre avec l'azote de l'air, le diazote. Donc, tu as deux procédés qui se suivent. Et en fait, là, ce que tu vas produire comme rejet, c'est des rejets de dioxyde de carbone, CO2. Donc, en soi, quand tu produis des engrais, ce que tu rejettes, c'est du dioxyde de carbone. Donc, c'est un gaz à effet de serre, mais il est moins puissant que le méthane. De ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui rejette du méthane, c'est les rots des vaches, c'est les productions de riz dans les rizières, à cause du fait que ce soit une culture qui se fasse, qui est marécageuse en fait, qui se fasse dans les eaux avec des bactéries. Et la dernière chose, c'est le méthane qui pourrait être relargué par la fonte du permafrost dans les zones polaires. Voilà. Et ça, par contre, c'est une bombe climatique parce que une fois que ça démarre, tu sais pas quand ça s'arrête, quoi. Oui, en fait, c'est ça que je pensais au départ, mais ouais, justement, c'est pour savoir un petit peu quelle était la situation concernant justement ce relâché de méthane, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est très dur à évaluer, en fait. Très, très dur à évaluer. Donc, on va te laisser continuer, Cyril. Vas-y, je t'en prie. Je reprends. Alors, pour se donner une idée de ce que ça représente l'énergie, en fait, on va regarder ici un coureur cycliste. C'est un champion du monde sur piste. Et donc, en fait, il est en train de pédaler. Là, sa puissance est de 700 watts. Donc, ça veut dire 700 joules par seconde. Et on va regarder combien de temps il met, en fait, pour griller cette tartine de pain de mie. Donc, vous voyez qu'il monte en rythme cardiaque très rapidement. Il est déjà à 174. Donc, c'est pas un petit effort comme on peut le voir parfois dans les films de science-fiction où les gens allument leur télé en pédalant sur le vélo. Pas du tout. Il faut vraiment fournir un effort conséquent. Donc là, il est vraiment en train de souffrir. Je pense qu'il attend que la tartine soit grillée. Donc, vous voyez, il est toujours à peu près en moyenne à 700 watts, 700 joules par seconde. Ça y est, la tartine est grillée. Et donc, on va pouvoir en tirer quelques conclusions. Donc, il lui aura fallu 1 minute et 48 secondes en déployant un effort permanent. Donc, je l'ai répété plusieurs fois, de 700 watts en moyenne. Et en fait, on peut calculer l'énergie à partir de ça. Donc, E est égal à P fois T. E égale P fois T, c'est-à-dire que P, c'est la puissance, donc ce sont les 700 watts. T, c'est le temps que ça a duré. Et on peut soit l'avoir en kilojoules, soit l'avoir en kilowattheures. Donc, si vous faites le calcul pour avoir des kilowattheures, le résultat qu'on obtient, c'est 0,021 kilowattheures. C'est quasiment rien en termes d'énergie dépensée. Et si vous voulez l'avoir en kilojoules, c'est 75,6 kilojoules. Et ce n'est pas non plus énorme. Et pourtant, ça lui a demandé un effort assez conséquent. Il va falloir remettre ça dans un contexte historique pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que c'est 75,6 kilojoules de force musculaire. Quand on regarde, il y a entre 800 000 et 400 000 ans, la première forme d'énergie que les êtres humains vont commencer à contrôler petit à petit, c'est le feu. Homo ergaster, Homo erectus, bien avant Homo sapiens.
Et 1 kg de bois, ça produit 18 200 kJ, 5 kWh. Donc on voit que c'est plus que la force musculaire, mais problème avec le feu, c'est que c'est de l'énergie thermique qui est très rapidement dissipée dans l'environnement. Donc en fait, à part cuire votre steak, ça ne va pas être très pratique, si ce n'est éloigner les prédateurs ou vous éclairer dans la grotte. D'accord? Par contre, il y a 6000 ans de ça, donc l'agriculture a déjà commencé, on est au néolithique, et les êtres humains ont commencé à domestiquer les animaux, principalement des ânes, des chevaux au début, puis après, progressivement, ils vont dresser des chèvres, des moutons, des vaches, des aurochs à l'époque, et ils vont utiliser un outil technique, un outil technologique, même je devrais dire, qui s'appelle le joug, et qui va permettre aux animaux de tirer le soc qui va permettre de travailler la terre. Et 1 heure de travail animal, ça fait 720 kJ, c'est-à-dire 0,2 kWh. C'est déjà 10 fois plus que la force de notre cycliste, là, qui est déjà un athlète olympique. Il y a 2500 ans, on commence à domestiquer cette fois la force de l'eau, la force hydraulique, l'énergie hydraulique, d'accord? Et on peut même l'associer à la force des animaux. Donc ici, 1 heure d'activité de cette roue à aube, ça va produire à peu près de 2 à 10 kWh. Alors pourquoi est-ce qu'on a une aussi grande variation? C'est parce qu'en fait, elles vont être dimensionnées aux activités humaines. Donc, en fonction de la quantité de grains, de la résistance du grain, de ce que vous aviez à l'époque dans l'endroit où ça va être mis en place, que ce soit au Moyen-Orient ou plus tard en Europe, vous allez avoir comment dire, oui, un dimensionnement de la technologie qui va correspondre à ce pourquoi elle est utilisée. Et ça rentre bien un petit peu dans la question posée par Valeurs Anarchistes. Il disait, vous parlez de l'agriculture chimique qui ne date pas de très longtemps. Quand on regarde l'histoire de l'agriculture, si on rentre d'autres modes de production, on n'aura sûrement pas besoin d'intrants chimiques, enfin de produits chimiques. Est-ce que tu pourras répondre à cette question après, on va dire, peut-être la période industrielle? Ouais. Je pense que sa question, elle rentre vraiment dans l'histoire de l'utilisation des sols, enfin, l'utilisation massive des sols, quoi, en fait. Je pense que c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Je te laisse continuer. Pas de souci. Donc en France, au XIIe siècle, alors en Perse d'abord, au VIIe siècle, on a des moulins verticaux qui sont en fait enchâssés dans la structure, tandis qu'en Europe, on va retrouver des moulins avec voilà, ce qu'on connaît, le rotor et la force mécanique qui va être associée à ce rotor. Ensuite, on va passer directement au XVIIIe siècle, où là, on va exploiter le charbon, qui donc est une énergie thermique et qui va servir à faire bouillir de l'eau pour obtenir de la vapeur et, comme on le voit ici, pousser un piston. Lorsque lorsque l'air à l'intérieur se détend, ça se refroidit. Et en fait, il faut apporter tout le temps de l'énergie, donc sous forme de chaleur, pour avoir de la vapeur et pousser le piston. Donc cette machine-là, ce n'est pas la machine à vapeur de James Watt, celle-là, c'est celle de Newcomen, qui servait en fait à pomper l'eau des mines de charbon. Donc c'est un peu ironique parce qu'en fait, la machine va être adaptée à la production qu'on est en train de mettre en place à cette époque. Ensuite, on va trouver le pétrole, c'est toujours de l'énergie thermique, et ça va être associé à une autre technologie qui est le moteur à explosion. Et enfin viendra le gaz. Et si vous voyez toutes les petites flèches que j'ai mis en dessous, eh bien, en fait, ça nous montre qu'il n'y a pas eu de transition énergétique. Ce qu'a fait l'humain depuis 800 000 ans, c'est d'accumuler l'ensemble des énergies qui sont à sa disposition. Alors maintenant, je vais répondre à la question sur les sols agricoles. Je pense que si on arrêtait demain d'utiliser des intrants, des engrais, il y a des endroits où on aurait vraiment des problèmes parce qu'en fait, les sols sont tellement appauvris que la production agricole diminuerait de façon importante. Il y a des sols qui sont encore riches, pour lesquels voilà, je ne pense pas en fait qu'on ait besoin d'avoir des apports d'engrais chimiques très importants. Par contre, il faut amender les sols et il faut apporter de la matière organique et de l'énergie à ces sols. Et donc, ce qui était souvent utilisé avant, au début, à l'époque, c'était par exemple la bouse de vache pour fertiliser le sol. Vous pouvez aussi utiliser l'urine. Voilà. Donc, c'est des engrais naturels.
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, quand une plante a son cycle de vie, ce qui se passe, c'est que les parties mortes de la plante vont retourner dans le sol et le carbone qui est dans la plante va être largué petit à petit au fur et à mesure de sa décomposition. Et en fait, réenrichit le sol en carbone et autres éléments chimiques. Si on veut des sols qui par exemple, récupèrent de l'azote, dans ces cas-là, il faut par exemple planter des légumineuses. Les légumineuses ont une association avec une bactérie qui permet de capter l'azote de l'air et qui vont permettre de le fixer avec un certain cycle dans le sol. Voilà. Mais si on arrêtait là tout de suite du jour au lendemain les engrais, je pense qu'on aurait des soucis, véritablement. Donc l'histoire énergétique, c'est une histoire qui structure. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, surtout pour nous, si on est matérialiste, structuraliste, matérialiste. Donc, je vous ai parlé de la force musculaire. Et en fait, les forces humaines, on peut regarder ce qui se passait à l'époque de Rome. Donc, entre moins 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, on estime qu'il y a à peu près 7,5 millions d'habitants, dont 3 millions d'esclaves. Et donc, on peut refaire le petit calcul, E égale P fois T. Donc là, j'ai pris un effort modéré, 20 watts. Par contre, j'ai été un peu fort sur le temps de travail. J'ai dit que les gens allaient travailler 12 heures par jour. Donc, ça fait du 300 Wh, soit du 0,3 kWh. Et donc, ça fait du 100 kWh par an de produit. Et ce 100 kWh, vous pouvez le multiplier donc par ces 3 millions d'esclaves. Et vous obtenez 328,5 gigawattheures qu'il faut rajouter aux forces de la flotte marine de Rome. Et ça vous donne une idée, en fait, de la puissance. Alors, j'allais dire en plus des moulins à eau. Il faut aussi rajouter la force des moulins à eau. Et donc, ça vous donne une idée de l'énergie déjà à l'époque pour l'Empire de Rome. Et évidemment, ça structure les relations sociales parce que vous allez avoir des maîtres et vous allez avoir des esclaves. Les maîtres qui profitent de l'énergie qui est produite pour eux. Et de cette énergie, en plus, vont tirer des services, évidemment. Donc, c'est une structuration de la société. L'énergie, ça structure la société. Fin du XVIIe siècle, en France, on a à peu près 80 000 roues à aube pour une puissance installée qui fait du 600 MW. Au cours du XXe siècle, toutes ces roues à aube vont être en fait remplacées après par des turbines, parce que les turbines, ça a un meilleur rendement en fait. Donc, on améliore la technologie, quoi. En France, au début du XIXe siècle, on a à peu près un moulin pour 300 habitants. En général, quand on regarde la Lozère, la Corse, on est plutôt à un moulin pour 100-105 habitants. Et quand on est dans des zones plus concentrées, on va avoir un moulin pour 5000 habitants, notamment quand on est dans les grandes villes, en fait, parce que la ressource de nourriture vient des zones alentours. Et c'était déjà comme ça à l'époque. Donc les machines qu'on va utiliser, elles ont aussi un rôle structurant. Elles structurent notre paysage. Donc aujourd'hui, les débats qu'on a sur les éoliennes, c'est moche, machin, tout ça, en fait, on ne peut pas se passer d'avoir une transformation de notre environnement. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on utilise de l'énergie qui va venir casser la molécule de dioxygène pour avoir une couche d'ozone, vous modifiez votre environnement. Donc l'énergie, quand on veut la convertir, quand on veut la transformer, en fait, il va y avoir des systèmes de conversion qui vont transformer l'environnement. Ça, c'est important à comprendre. Et puis, au début du 19e siècle, il y a monsieur Charles Dupin qui a tenté de comprendre pourquoi la Grande-Bretagne était tant en avance sur la France. Et en fait, il a fait un petit calcul. Il a regardé toutes les énergies qu'on pouvait tirer d'abord des formes inanimées. Donc, ça va être les moulins et les machines hydrauliques, ça va être le moulin à vent, le vent pour la navigation, les machines à vapeur, et puis il va additionner les forces vivantes, qui étaient à peu près similaires à l'époque en termes de population, et il se rend compte que la Grande-Bretagne a 3 fois plus d'énergie globalement à disposition. Alors lui, il compte en force humaine, il fait l'équivalent d'énergie en hommes. Et donc, il trouve que la Grande-Bretagne a 3 fois plus d'énergie humaine que la France.
Et en fait, on sait que l'Angleterre est rentrée la première dans la révolution industrielle, qu'elle prend de l'avance. En 1820, son économie est 3 fois supérieure à celui des États-Unis, à celle des États-Unis, et son niveau de vie dépasse celui de la France de près de 40%. Et la Grande-Bretagne, à l'époque, ça y est, c'est déjà un empire, et comment dire, c'est le centre de gravité économique et commercial et financier du monde. Et en fait, ça s'explique parce qu'il y a toute cette énergie qui est à disposition pour cet empire. Donc, l'énergie, en fait, ça structure aussi votre économie et ça définit son niveau. Plus vous avez d'énergie disponible, plus vous en consommez, plus vous avez la possibilité, en fait, d'avoir une économie élevée, hein, aujourd'hui, on dirait un PIB élevé. Ça va être suivi de l'aventure de l'électricité au 19e siècle. Et en fait, ça commence avec Galvani et Volta. Galvani, il est plutôt côté sciences de la vie, et Volta, il va plutôt être côté sciences physiques. On se souviendra de lui, notamment pour la pile. Derrière lui, ils vont être suivis par Humphrey Davy et Michael Faraday. Humphrey Davy, il va réussir à faire des batteries, il va produire de l'éclairage électrique, et donc il rentre déjà en quelque sorte dans la modernité, dans le monde moderne que nous on connaît aujourd'hui. Michael Faraday, il travaille avec Humphrey Davy et lui, il va inventer le moteur électrique qui sera amélioré après, mais c'est pareil, le moteur électrique, aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. On en a besoin pour quasiment tout faire pour produire l'électricité et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça, que dès le 19e siècle, en fait, on va rentrer dans la modernité, ils nous apportent ça, ils sont en train de découvrir des choses, ils sont en train d'inventer des choses, et ça va aller très très vite en fait. Edmond Becquerel, il découvre l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire que lorsqu'une surface est éclairée, elle peut produire un courant électrique. 1879, je pense que tout le monde connaît Thomas Edison pour l'histoire de l'ampoule à incandescence, mais c'est également celui qui va apporter le courant continu et qui va aussi apporter la première chaise électrique aux États-Unis. Donc ça, c'est moins glorieux déjà. Charles Parsons, lui, il invente la turbine à vapeur. Donc la turbine à vapeur, c'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires et c'est ce qu'on utilise dans les centrales thermiques. Alors évidemment, là aussi, encore une fois, ça va être amélioré, c'est-à-dire qu'on va améliorer la technologie, mais ça y est, elle est là en 1884, on l'a. 1887-1888, première éolienne, vous voyez, de taille relativement importante. Et au-dessus de tout ça, on a Nikola Tesla, donc qui va travailler pendant toute cette période-là, hein, et qui va déposer environ 300 brevets au cours de sa vie. Et lui, il va être surtout connu pour le courant alternatif, qu'on utilise tous aujourd'hui, et le triphasé. Hein, triphasé synchrone ou asynchrone, c'est lui qui invente ça, qui permet de changer en fait le voltage. Et il va améliorer notamment les turbines électriques. Donc, il est vraiment celui qui va apporter, on va dire, l'électricité au plus grand nombre. Alors, sa vie est un peu compliquée, ça va pas être très simple, mais en tout cas, toutes ces inventions vont, pas toutes évidemment, mais un grand nombre de ces inventions vont apporter la modernité au monde qu'on connaît aujourd'hui. Henri Becquerel, c'est la radioactivité, c'est fin du 19e, hein, vous voyez, on est déjà en 1896. Lisa Meitner, elle comprend la fission en 1939, au tout début, je ne sais pas si c'est avant ou après le début de la guerre mondiale, mais en tout cas, elle comprend en fait qu'un neutron va casser un atome, ici d'uranium-235, pour former deux éléments plus léger que la somme totale, et donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui a été évacuée en même temps. Et ça, en fait, ça nous ramène à la formule d'Einstein qui dit E est égal à mc carré. En fait, si vous avez perdu de la masse, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui a été produite. Donc c'est exactement ça qu'elle va mettre en évidence. Ensuite, 1956, en France, c'est la première centrale nucléaire, et à la fin des années 70, début des années 80, c'est le programme nucléaire français qui débute. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en 1882, on a la première centrale à dynamo animée par la force hydraulique, donc l'eau. Hein. En 1895, c'est la première centrale hydroélectrique à turbine.
Et donc là, on peut dire merci à Tesla. Et donc, ça se passe au niveau des chutes du Niagara. Dans mes souvenirs, je crois que cette centrale hydroélectrique continue de produire de l'électricité. Vers 1900, on a environ 2500 éoliennes d'une puissance totale de 30 MW qui sont installées au travers le Danemark. Et puis arrive le second choc pétrolier, 78, le prix du pétrole multiplié par 2,7. 1982, on repart. Et à ce moment-là, l'industrie électronucléaire s'est structurée, plusieurs acteurs, les réacteurs sont des succès économiques et vont mobiliser tous les moyens financiers et humains. Et à ce moment-là, la France qui s'était lancée dans des recherches sur les renouvelables, notamment parce qu'à l'époque, on commence déjà à utiliser des cellules photovoltaïques pour les satellites, en fait pour le spatial, va laisser tomber pendant un certain temps pour se concentrer sur le nucléaire. Fin 1982, on a le premier parc solaire construit par Arco Solar à Lugo en Californie, qui sera suivi d'un autre en 1984. Et en fait, ça nous montre qu'en 100 ans, on a réussi à convertir l'ensemble des énergies renouvelables, ou en tout cas de sources renouvelables, pour en faire de l'électricité. Donc en 100 ans, on a réussi à électrifier le monde. Ça, c'est vraiment important. Et ça nous jette directement dans le 19e et le 20e siècle avec un mix énergétique qui va se construire autour des énergies fossiles. Alors, si on regarde la première partie, quand je suis de 1800 à 1900, pendant 100 ans, globalement, on utilise la biomasse et un peu de charbon. À partir de 1900, donc voilà, c'est une croissance très faible des quantités énergétiques qu'on utilise. À partir de 1900 jusqu'à 1950, il y a une augmentation parce qu'on commence à utiliser du charbon vraiment de façon importante. Et donc, en fait, parce qu'on diversifie les usages, c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes en train de commencer à utiliser du pétrole. Le pétrole, pourtant, il a été découvert en 1859. Donc, vous voyez qu'il y a un certain temps à chaque fois avant qu'une ressource ou qu'une technologie soit mise en place, avant que ça démarre vraiment à l'échelle de la société. Donc, de 1900 à 1950, donc grosso modo, avant la Première Guerre mondiale jusqu'à après la Première Guerre mondiale, on a une faible croissance qui va être liée donc à l'utilisation du bois, du charbon, du pétrole et d'un peu de gaz. Donc, le mix énergétique basé sur les énergies fossiles, ça y est, il est en place. Et donc, il va juste faire que croître pendant, j'ai envie de dire, de 1950 jusqu'à 1971, l'année de la première crise, c'est 1973, de la première crise énergétique, où là, il va y avoir une sorte de petit moment d'arrêt avant que ça reprenne de plus belle. Et cette fois-ci, c'est parce que c'est accompagné de la démocratisation en fait des voitures et puis de l'utilisation des gaz. Je le disais tout à l'heure, le gaz naturel après la Seconde Guerre mondiale, on a des usines chimiques, on ne sait pas quoi en faire et on se dit tiens, ça serait bien de faire des engrais chimiques. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment produire des engrais chimiques avec du gaz naturel. Et donc c'est pour ça que vous voyez une croissance importante de ces énergies. Alors quand on parle aujourd'hui du mix énergétique, en 2020, 2021, 2022, on consomme encore plus de bois. Si vous allez à Madagascar, vous seriez étonné de voir qu'il y a énormément de forêts qui ont été rasées. Voilà, on n'a plus. On utilise du bois là, en fait, où il n'y a pas d'autres sources d'énergie. Le charbon, il a considérablement augmenté. Il sert en fait à alimenter les centrales thermiques qui produisent de l'électricité. Le pétrole, il sert principalement au transport, mais il peut être aussi utilisé pour les centrales thermiques. Et aujourd'hui, le gaz, on en utilise donc, je vous l'ai dit, pour les engrais et pour les centrales thermiques, principalement dans le sens où on est en train de reconvertir les centrales thermiques pour éviter d'utiliser du charbon et du pétrole qui rejettent plus de CO2. Le gaz, en quelque sorte, ce serait plus propre. Et après, vous voyez que la petite bande bleue qui est au-dessus, c'est le nucléaire dans le monde, et le vert, le renouvelable. Voilà, donc on en est là. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que soudain, on va véritablement exploiter autant ces ressources fossiles. Pourquoi autant le charbon? Pourquoi autant le pétrole? Alors le charbon, ça prend sa source il y a 300 millions d'années environ, au Carbonifère.
Pour le pétrole, c'est un peu moins loin, c'est 100 millions d'années, plutôt dans les océans avec les algues. Et en fait, à chaque fois, c'est de la biomasse. Biomasse continentale ou marécageuse, si on peut dire, avec des fougères et des grands arbres pour le carbonifère, des algues, de la biomasse marine pour le pétrole. Une fois que ça va être dans les sols, ça va être enfoui petit à petit. L'enfouissement va permettre de cuire en fait cette biomasse, tout simplement, et de concentrer la matière organique qu'il y a dans cette biomasse. Donc quand je dis matière organique, c'est principalement en fait de l'hydrogène et du carbone. D'accord? Et là, vous allez obtenir donc des veines de charbon, où vous allez obtenir du pétrole coincé dans une poche sous une nappe étanche. Et vous voyez tout de suite la quantité d'énergie. Le charbon, c'est 24 000 kJ par kilogramme. On est loin de ce que produisait mon kilo de bois. Hein. Et puis là, vous avez donc du pétrole, 42 000 kJ par kilogramme, ce qui fait environ du 10 kWh par litre. Donc 10 kWh par litre. Votre réservoir d'essence, il peut faire entre 37 et 45 litres. Vous voyez l'énergie que vous pouvez développer avec votre véhicule. Donc tout ça, c'est de la matière organique qui est issue de la photosynthèse et donc qui est issue d'énergie lumineuse passée. C'est du renouvelable qui n'est plus devenu renouvelable du tout en fait. Hein, c'est maintenant de l'énergie qui, lorsqu'elle est, en tout cas une ressource énergétique, qui lorsqu'elle est brûlée, rejette du CO2. Ce CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère et donc notre problème à nous, c'est que dans l'atmosphère, le CO2 est un gaz à effet de serre qui retient la chaleur et augmente en fait la chaleur à la surface du globe. Donc c'est ça notre problème à nous. Et nous, il faut qu'on essaye de se passer du charbon et il faut qu'on essaye de se passer du pétrole. Peut-être qu'on peut prendre juste une toute petite série de questions pour Vas-y. Pour briser un petit peu ton monologue. Ils avaient fait une certaine estimation des énergies fossiles et notamment du pétrole. Et ouais. Je me souviens qu'on était encore dans les années 2005-2010 et ils avaient estimé ça à 2030, peut-être la fin du pétrole sur la planète. Alors, est-ce qu'on a encore des estimations Alors, on a des estimations. Je vais y arriver. On sait qu'au rythme de consommation qu'on a aujourd'hui, on a à peu près encore entre 45 et 50 ans. Parce que les estimations, elles ne sont pas toujours fiables. Hein. Il y a des compagnies pétrolières qui, à un certain moment de l'histoire, ont gonflé leurs réserves pour pouvoir produire plus. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a à peu près entre 45 et 50 ans de production. Alors, pas au même rythme. On sait que l'Arabie Saoudite a déclaré il y a peu qu'en 2027, ils allaient être à leur pic de production. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, quoi qu'il arrive, ça va décroître. Et ça veut dire que le pétrole conventionnel, lui, il va tout le temps décroître. En termes de production, voilà, on est sûr que ça va décroître. Maintenant, il reste toujours du pétrole bitumineux au Canada. Il reste du pétrole de gaz de schiste, du pétrole de schiste aux États-Unis. Donc, si on veut aller en retirer, on peut continuer à en retirer, mais ça coûte extrêmement cher. Et en fait, à mon avis, à un moment donné, on dépensera quasiment autant d'énergie pour l'extraire, voilà, que d'énergie qu'on aurait pu utiliser pour autre chose. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent en fait d'aller jusqu'au bout de l'utilisation du pétrole. Entendu. Je te laisse continuer si Nicolas a pas plus de questions que ça. Enfin, si tu veux intervenir. Non, ça va pour le moment. J'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit. Ce qui explique aussi les forts. Moi, ça va te permettre de faire la bonne transition à Cyril sur les techniques d'extraction et du coup que ça engendre pour extraire ces fameux du pétrole qui va rester pour les décennies à venir au final. Je pense que ça va être ça ta prochaine intervention. Alors oui, on en parlera un petit peu, effectivement, de dire que si à un moment donné vous avez une ressource qui se raréfie, en gros c'est un peu, vous savez, c'est comme le pommier. Vous allez d'abord saisir les pommes qui sont à votre hauteur, et puis ça devient de plus en plus compliqué d'aller chercher les dernières pommes qui sont au sommet. C'est exactement ce qui se passe avec le pétrole, c'est qu'il est facile d'aller chercher le pétrole qui est presque en train d'affleurer à la surface du sol.
Et puis, au fur et à mesure que les couches sont de plus en plus profondes, en tout cas les poches qui contiennent le pétrole sont de plus en plus profondes, ou que le lieu est de plus en plus inaccessible, donc si par exemple on est au fond des océans, ou si on est en Sibérie, où il fait très froid, tout peut geler, et ainsi de suite, bah ouais, vous êtes obligé de dépenser un coût énergétique, et pas juste financier, hein, mais le coût financier intervient aussi, mais un coût énergétique assez important pour ça aussi. Donc je reprends sur le charbon. Le charbon, c'est une ressource qui est domestique. Donc ça veut dire que la plupart des pays en fait ont du charbon chez eux ou ont eu du charbon chez eux. En Angleterre, en France, on a eu du charbon qu'on a exploité, qui a rejeté du dioxyde de carbone, beaucoup, et aussi des radionucléides. On n'en parle pas souvent, mais en fait, il y a de la radioactivité associée aux poussières de charbon. Hein. Donc, le charbon, il est exploité sous forme de veine, comme vous pouvez le voir sur la première représentation. Ici, vous voyez des mineurs à l'intérieur qui sont en train donc de creuser dans cette veine, un petit wagonnet avec des rails. Et en fait, l'image, elle est un peu simpliste parce que la plupart du temps, en fait, c'était des enfants avec des chevaux qui tiraient les wagonnets. Donc des enfants et puis des chevaux qui voyaient pas vraiment le jour et très souvent qui mouraient dans la mine. Donc, encore une fois, on va voir une invention être associée à cette ressource énergétique. C'est la machine à vapeur de James Watt. Alors, Denis Papin a travaillé dessus avant, hein, qui était français, mais celui a vraiment finalisé et commercialisé la machine, c'est James Watt. Ça vaut 15 chevaux vapeur, et si vous vous souvenez de mon cycliste tout à l'heure, ça vaut 16 Robert. D'accord? Ça vaut 16 cyclistes en train de pédaler en moyenne à 700 watts. Et donc, on va avoir des machines à vapeur gigantesques pour essayer de produire de l'énergie à partir du charbon pour à peu près tout faire. Et notamment faire le train qui est totalement inspiré en fait de ce qui se passait dans les mines et du petit wagonnet qui était poussé sur les rails. Alors, un train, ça développe du 1000 kWh et ça fait 1400 Robert. Donc, on n'est plus du tout à la même échelle. Hein. Donc là, vous voyez déjà qu'en termes de consommation d'énergie, on a passé un cap, hein, on a passé un seuil. Concernant les ressources pétrolières, vous me posiez donc des questions sur les ressources pétrolières. Le problème des ressources pétrolières, c'est qu'elles sont réparties inégalement à la surface de la Terre. Donc d'abord principalement aux USA, mais ils ont épuisé leurs ressources conventionnelles il y a déjà très longtemps, dans les années 70. Ensuite, on a du pétrole exploité depuis très longtemps en Russie, ou à l'époque en ex-URSS. Vous en avez également donc au Moyen-Orient, Iran, Irak, Arabie Saoudite sont les premiers fournisseurs. Et puis vous avez des réserves au Venezuela, c'est les premières réserves du monde, mais c'est très difficile de l'exploiter. Et puis ce qui s'est passé dans le pays a contribué à ne pas améliorer la possibilité d'exploitation de ce pétrole très lourd. Et au Canada, on a surtout donc des sables bitumineux. Donc là aussi, c'est du pétrole qui est un peu dégueulasse. Donc ça attire les convoitises, ça pose des problèmes géopolitiques et géostratégiques. Et là, on peut regarder d'un point de vue historique ce qui s'est passé. Donc en ce moment, c'est la période. On est le 13 novembre. On a fait la commémoration du 11 novembre il y a peu. Et la Grande Guerre, en fait, elle a nécessité, elle, un changement des modes de mobilité. Quand on démarre la Première Guerre mondiale, les gens ils sont à cheval et à pied. En septembre 1914, il va falloir amener les soldats sur le front très rapidement pour arrêter l'avancée allemande. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on est obligé d'utiliser des voitures, ça va plus vite. Et puis, alors c'est symbolique évidemment, hein, mais en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est qu'en 1916, ça y est, on a installé une voie de ravitaillement, une voie logistique qu'on appelle la voie sacrée, dans laquelle vous avez des camions qui vont apporter tout ce qu'il faut aux soldats. Alors vous voyez que les soldats, eux, pour autant, ils continuent à se déplacer à pied ou à vélo, ce qui veut dire qu'en termes de mobilité, c'est pareil, on n'abandonne pas une mobilité, en fait, on accumule les types de mobilité. Et puis on finira la guerre en 1917 en utilisant des tanks et des chars. Et ça va nous poser problème, parce qu'évidemment, dès que vous avez des véhicules de ce type, eh ben, vous consommez de l'essence, vous consommez du pétrole. Et ce qui va se passer au Moyen-Orient, c'est que l'Angleterre et la France, qui n'ont pas de pétrole sur leur territoire, vont se mettre d'accord pour récupérer celui de l'ancien empire ottoman, avec les accords qu'on appelle les accords Sykes-Picot en 1916.
ils vont se partager en fait cette partie du Moyen-Orient, dans lesquels il y a des territoires et puis il y a des champs pétrolifères. Donc en fait, ils vont devoir s'arranger entre eux. Et donc je pense que voilà, vous avez tout à fait compris que le Liban, par exemple, a un fort attachement à la France parce que à un moment donné, il était sous protectorat français, lié justement à cette présence des Français pour le pétrole. Et de l'autre côté, les Anglais, eux, étaient du côté irakien et ont récupéré les champs de pétrole là-bas. Donc en 1920, il va y avoir un autre accord qui va révoquer le premier accord de Sykes-Picot, et la France en fait va récupérer 25% de la Turkish Petroleum. Donc la Turkish Petroleum, c'est elle qui fournissait en fait le pétrole à la Turquie. C'est eux qui exploitaient cette zone-là, et la Deutsche Bank possédait donc une partie des titres de la Turkish Petroleum, parce que l'Allemagne était à l'époque alliée des Turcs. Et donc la France, puisque après l'armistice, on va récupérer l'argent des Allemands. Donc là, c'est un moyen de récupérer des richesses. 1928, c'est l'accord de la ligne rouge. Et là, en fait, à l'intérieur de ce territoire, on va figer les accords commerciaux. Donc, il n'est plus question de se battre pour fixer des prix à la baisse ou quoi que ce soit. Pas du tout. Les compagnies vont s'échanger, vont plutôt se répartir les parts de marché. Donc l'Anglo-Persian Oil Company, qui deviendra BP, la British Petroleum, récupère 23,75% des parts, comme les autres compagnies, comme la Royal Dutch Shell qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Shell, la compagnie française du pétrole qui deviendra plus tard Elf puis Total, et enfin la Near East Development Corporation qui, elle, est en fait un consortium de 5 compagnies américaines et qui vont pouvoir s'introduire au Moyen-Orient là où elles n'étaient pas au départ, elles étaient qu'aux États-Unis. Et dedans, vous avez un intermédiaire qu'on appelle Monsieur 5%, Calouste Gulbenkian, qui lui va récupérer les dividendes de l'exploitation du pétrole et deviendra riche grâce à ça. En août 1928, donc vous voyez, peu de temps après le premier accord, vous allez avoir une réunion secrète en Écosse et tous les patrons des compagnies anglo-saxonnes et de la Shell vont se réunir pour fixer en fait un prix du pétrole. Et ils vont décider du prix du pétrole pour le monde. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est en fait le début d'un cartel. Alors si c'était illégal, on dirait c'est une mafia. Mais bon, un cartel, c'est pas loin non plus. Hein. Et donc, vous allez avoir au début de la guerre, au début de la Seconde Guerre mondiale, un cartel de 7 compagnies qu'on appelle les 7 sœurs, 5 compagnies américaines, une anglaise et une, la Royal Dutch Shell, qui est anglo-néerlandaise. Donc, il faut comprendre qu'en 1939, quand on va commencer la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, 98% des ressources pétrolières, ils sont en dehors des pays qui déclenchent la guerre. L'extraction pétrolière, elle est contrôlée aux 3/4 par les anglo-saxons, 1/4 par les soviétiques. Et c'est pour ça que ça force les Allemands, en fait, à avoir une stratégie qu'on appelle l'attaque éclair, la Blitzkrieg, parce qu'ils n'ont pas assez de carburant, ils n'ont pas assez de pétrole pour pouvoir rouler des mois avec leurs tanks et avec leurs camions de ravitaillement et ainsi de suite. Donc, ils font des campagnes très rapides. Donc, la campagne de 1940, France, Belgique, Pays-Bas, c'est bouclé en 6 semaines. L'Allemagne va tout de suite aller récupérer les ressources de carburant, ou pétrolières plutôt, donc les barils de pétrole françaises, et notamment les carburants pour les avions. Et ils vont aussi récupérer les raffineries, c'est-à-dire qu'ils les démantèlent, et ils vont les remonter, mais cette fois-ci en Allemagne. En 1941, c'est l'opération Barbarossa. Hitler veut évidemment envahir la Russie. Il y a une visée idéologique, hein, mais il y a aussi une visée énergétique, c'est-à-dire qu'il veut récupérer le pétrole de Bakou en Azerbaïdjan. Et donc, ils foncent le plus vite possible et ils vont arriver sur Stalingrad. Ça va être le siège de Stalingrad. Et là, c'est l'échec. Ils n'arriveront jamais à récupérer le pétrole de Bakou. Et c'est le début de la fin, en fait, pour les Allemands. Dès 1942, les Anglais, eux, ils ont une stratégie pour ravitailler, quand ils vont débarquer en France, pour ravitailler tout le contingent en fait mécanisé, parce que ça va nécessiter énormément de pétrole pour se déplacer.
Et donc, en fait, ils vont installer des oléoducs sous-marins. Et ils vont inventer une technologie, les tubes d'acier souple, qui va durer très très longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est pareil, on garde la technologie, mais après, on l'améliore. En mai 1944, les Américains vont bombarder les industries qui permettent de liquéfier le charbon pour faire du carburant synthétique. Ils vont les bombarder. Et à la fin, en août 1944, l'offensive russe va récupérer le pétrole en Roumanie, à Ploiesti. Et donc, à partir de ce moment-là, le Reich est condamné parce qu'il vit sur ses réserves. Et donc, au fur et à mesure, il épuise ses réserves de pétrole, de carburant. Et donc, à la fin, il aura quasiment plus rien. Donc là, on voit à quel point le pétrole, c'est une ressource stratégique dans les guerres pour se déplacer. Vous avez vu que en 1916, on avait mis en place le chemin, la voie sacrée pour pouvoir ravitailler les armées de l'arrière vers le front. Eh ben, il va y avoir exactement la même chose, par exemple, dans la guerre du Vietnam. Vous avez besoin que les Vietnamiens du Nord soient approvisionnés en pétrole pour pouvoir ravitailler les Vietnamiens qui sont sur le front en passant avec des colonnes de camions comme ça, qui nécessitent évidemment énormément de carburant. Ça va avoir des conséquences sur la taille des villes. Quand vous regardez Rome, quand vous regardez Paris au Moyen-Âge, donc Rome à l'Antiquité, Paris au Moyen-Âge, vous voyez que ce sont des villes à taille humaine. On peut se déplacer à pied à l'intérieur. Quand on regarde Londres en 1870, on voit déjà qu'on a un accroissement de la zone urbaine. Tout simplement parce que vous avez des attelages, vous avez la calèche. Donc les gens vont se déplacer en attelage. Et puis vous avez Chicago 1915 et vous voyez là une zone urbaine qui est immense. Et en fait, on peut la rattacher à quelque chose qui s'est produit, c'est la production de la Ford T. Ford T, elle va être produite de 1908 à 1927 et Ford, il veut la vendre à tout le monde. Il veut la vendre au plus de monde possible. Et du coup, les gens, ils vont s'installer de plus en plus loin au niveau des villes et ils vont nécessiter de plus en plus d'infrastructures. C'est-à-dire, ils vont nécessiter des routes, ils vont nécessiter des parkings. Et ça, tout ça, c'est fait par des gens qui sont dans les mairies. Ce sont des gens qui s'occupent du politique, là. Et le problème que ça va causer, c'est qu'évidemment, ça va encore repousser une partie des gens à l'extérieur des villes. Ça va augmenter l'urbanisation parce qu'à chaque fois que vous rajoutez des routes et des parkings pour des voitures, ce qui se passe, c'est que vous prenez cette surface, sur la surface qui était réservée, je sais pas, pour des jardins, pour des maisons, pour autre chose. D'accord? Donc ça va encore aggraver la situation d'année en année. Et donc à la fin, voilà ce qu'on peut avoir comme espace urbain. J'ai repris Chicago avec la zone à laquelle ça correspond. Et vous voyez en fait la zone urbaine, à quel point elle est étendue, tel quadrillage de routes. Et on voit pas trop les parkings, mais il faut imaginer qu'il y en a un paquet. On peut se faire la même réflexion pour la France, cette fois-ci en termes d'accélération de la mobilité. Je vous ai dit, jusqu'avant le début de la Première Guerre mondiale, grosso modo, les gens, ils marchent. Ils utilisent un peu le vélo, et vous avez le début du développement du train. C'est le train à vapeur à l'époque. Après la fin de la Première Guerre mondiale, vous voyez déjà qu'il y a une augmentation. Avant, on faisait à peu près 5 km par jour par personne. Là, on va plutôt passer à 8 km par jour par personne. À la fin des années, début des années 50, pardon, jusqu'à 1971, 1973, je sais pas pourquoi je veux dire 71 à chaque fois, première crise pétrolière, là, vous allez vraiment avoir une augmentation rapide, une accélération de la mobilité, qui est due, vous le voyez, c'est ce qui est en jaune, c'est principalement la voiture. Donc, il y a vraiment un développement de la voiture entre 1950 et 1971 très rapidement. Et puis, après 1971, on voit que la mobilité continue d'augmenter. On était passé d'environ 8 km par jour par personne à 30. Et là, on va passer de 30 à presque 50 km par jour, on va dire 48. D'accord? Et ça, c'est dû à de l'ajout de mobilité, encore une fois. Les bus, les cars, donc beaucoup de transports publics, en fait, qu'on va rajouter. Il y a un peu de deux roues motrices. Et puis, il y a l'avion qui s'est développé. Et donc, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a une légère progression, mais cette légère progression,
elle est plus vraiment due à la voiture, elle est principalement due au marché de l'aviation qui s'est développé au fait de la réduction de ses coûts également. Et un avion, en termes de puissance, ça vaut 43 000 Robert. Donc, vous voyez que là aussi, on a passé, ça y est, encore un gros cap en termes d'énergie. Je vais devoir te demander, Cyril, on arrive doucement et sûrement, enfin même très rapidement d'ailleurs à la fin de ce Twitch. Et ça va être très très intéressant. Je n'ai pas envie de te couper, mais malheureusement, on va essayer de se tenir au planning. Est-ce que tu penses que pour la deuxième partie qui sera la semaine d'après, tu peux arriver à une sorte de conclusion ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça en 3 parties. Parce que là, j'ai encore pas mal de choses à dire. Je me doute bien et c'est super intéressant d'avoir toute cette répartition. Surtout que si je peux me permettre, j'aurais bien aimé poser une question à Cyril. Mais à la limite, pose ta question et question. Non, parce qu'en fait, tu nous as montré justement le développement urbain, etc., comment dire, la massification des villes et leur extension. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, selon toi, quel est le facteur principal? C'est-à-dire, est-ce que c'est principalement le fait que justement on ait accès à plus d'énergie et donc qu'on soit en mesure de plus étaler l'espace urbain, ou alors est-ce que c'est la densification de la population qui a entraîné, si tu veux, une extension globale des villes? Alors, en fait, c'est une réponse qui est globale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as plus d'énergie qui est disponible pour toi, tu vas pouvoir te déplacer plus loin, plus souvent. Tu vas pouvoir manger mieux. Tu vas pouvoir avoir plus de confort. Tu vas pouvoir améliorer, j'ai envie de dire, la vie également des enfants qui, à l'époque, mouraient beaucoup plus en bas âge. Donc, en fait, tout va être lié. C'est-à-dire que tu vas avoir une augmentation progressive de la population du fait d'un confort de vie qui va augmenter. Ces populations ont besoin de s'installer dans les villes et donc elles vont s'installer plus ou moins au centre ou à la périphérie. Et le fait que tu aies de l'énergie pour te déplacer fait que les gens sont capables de choisir s'ils peuvent vivre dans les centres ou s'ils peuvent vivre à la périphérie et payer pour l'énergie qu'ils vont utiliser pour aller travailler dans le centre ou pour aller acheter des choses dans le centre. Donc en fait, tout est lié. C'est le fait que tu aies au sens large plus d'énergie, pas que du pétrole, mais au sens large plus d'énergie, du confort de vie avec l'électricité, qui fait que tu vas pouvoir densifier effectivement les centres-villes, augmenter l'espace urbain et te permettre d'aller habiter en périphérie pour ensuite prendre ta voiture et te retrouver à travailler dans le centre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé également en France. Le modèle aujourd'hui qu'on connaît tous et qui est plébiscité, c'est d'avoir un pavillon en banlieue et d'avoir sa voiture pour pouvoir ensuite se déplacer. C'est le modèle qui s'est diffusé des États-Unis au monde entier. Il y avait peut-être une question qui aurait pu être intéressante et qui fera aussi la conclusion posée par Deveat. Je pense peut-être mal, mais avant de mesurer son empreinte carbone, on devrait connaître notre empreinte énergétique annuelle et journalière, effectivement, pour prendre peut-être les bonnes décisions. Décisions locales, décisions de groupes, de collectivités, d'entreprises. Et effectivement, cette question elle pose aussi un frein au système capitaliste, quoi, qui, lui, ne voit pas de bride, ni de stop, quoi. Je pense que l'histoire du pétrole, c'est une histoire qui illustre bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent main basse sur une ressource énergétique pour lequel ils vont se mettre d'accord pour un prix assez bas, qui va permettre de diffuser cette énergie partout dans le monde, de la même manière que Ford avait permis d'avoir des voitures à bas coût et avait augmenté le salaire de ses salariés pour qu'elles soient vendues partout aussi aux États-Unis. Et en fait, c'est une stratégie. C'est une stratégie de vente d'un produit pour lequel vous voulez en vendre le plus possible pour avoir le plus possible de bénéfices. Et ça, c'est, je pense, la logique capitaliste d'accumulation des profits, si on veut par là. Donc, si tu me dis, est-ce qu'il va falloir consommer moins d'énergie, je vais dire, c'est quasiment certain. Je pense que réduire notre empreinte sur le monde, ça doit forcément passer par réduire notre empreinte énergétique.
et à commencer d'abord par l'empreinte des énergies fossiles, puisque elles, en plus, elles ont en quelque sorte une conséquence délétère pour nous, c'est qu'elles rejettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est responsable, par accumulation, de l'augmentation des températures à la surface du globe, qui, elles, ont d'autres conséquences qui sont nuisibles à l'espèce humaine, mais pas seulement à l'espèce humaine, à toutes les autres espèces aussi sur la planète.